arriverò anch'io a farmi una macchina mia. Épisode numéro 3 de Paddock et Champagne. Très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez apprécié le Grand Prix du Japon qui a été pour le moins spectaculaire. On va en parler dans quelques instants, mais juste avant, vous rappelez 2-3 trucs. D'abord, le 14 avril prochain, il y a un immense événement avec toute la gang de Chaos Sport. On va faire ça au Casino de Montréal. Il y aura un enregistrement sur place entre la poire et le fromage. DJ sur place, prix de présence. Ça va être vraiment génial. Et jusqu'au 6 avril, vous avez le temps d'aller vous inscrire. D'abord, il faut suivre la chaîne YouTube de Chaos Sport et Chaos Sport, mais il y a une fiche d'inscription et comme je vous le disais, jusqu'au 6 avril, vous aurez la chance de peut-être mériter et gagner votre place et venir avec nous le 14 avril prochain. Ça va être vraiment, mais vraiment génial. Autre truc, on vous promet depuis le début de la saison des concours, on travaille en ce moment sur un voyage à gagner ici dans Paddock et Champagne pour aller voir un Grand Prix quelque part dans le monde avec mon fils Mathieu et moi. Tous les détails bientôt, mais question de vous faire patienter un peu. Je veux dire un gros merci à la gang de chez ELV Sport Édition. Ta-da-da-dam! Regardez ça ici. Cadre autographié par Charles Leclerc. Il nous l'offre pour qu'on puisse vous le faire gagner. On n'a aucune espèce d'idée pour l'instant comment on va le faire tirer, mais allez nous suivre d'abord et avant tout sur la page Instagram de Paddock et Champagne. Et déjà là, vous serez en mesure d'avoir les informations pour peut-être gagner ce magnifique cadre autographié par Charles Leclerc. Je vous le dis, là, je vais être franc avec vous autres, j'ai failli le garder pour le mettre à la maison. Je trouvais que ça allait bien dans mon bureau, mais c'est pour vous et on va vous l'offrir au cours des prochaines semaines. Je l'ai entendu rigoler, c'est notre invité cette semaine, c'est un passionné de sport. Il a les mains dans plein de sports différents, mais quand on a annoncé qu'on allait avoir ici la chance sur Chaos Sport d'avoir un balado sur la Formule 1, il a été un des premiers à m'écrire pour me dire « Ben, je veux absolument y aller. Arcadio, merci beaucoup d'être là, mon gars. Je suis content de te recevoir avec nous autres. » Et c'est vrai que tu as levé la main rapidement pour faire comme « Hey, moi, la F1, c'est mon dada, je vais être avec toi. » Merci d'être là, mon gars. Merci de l'invitation, Ben. Très heureux d'être ici. Puis félicitations pour le podcast, c'est vraiment excellent. T'es fin, on s'amuse, puis on le dit souvent, puis on le rappelle, on n'est pas des spécialistes, on est des passionnés. Et toi, t'en es un, et depuis longtemps à part ça. Ouais, écoute, ça va trahir mon âge, mais j'ai commencé à regarder la F1 au début des années 90, fin des années 80, à l'époque, il y a Senna, Prost. Donc, les années quand même dorées de la F1. Puis depuis ce temps-là, c'est resté une passion. Je suis chaque saison. Puis... T'es d'origine argentine. Ouais. Tu parles de Senna qui est brésilien à côté. Il y a toujours une grosse rivalité entre l'Argentine et le Brésil, mais ça t'a jamais ralenti. Non, absolument pas. Mais écoute, il y a une grande rivalité entre l'Argentine et le Brésil, mais une grande admiration mutuelle, je pense aussi. On respecte beaucoup la culture de l'un et de l'autre. On partage beaucoup de choses aussi, beaucoup de passion. Puis quand on voit un Sud-Américain réussir dans un sport dominé, notamment surtout par les Européens, il y a une solidarité. On se colle sur le voisin un peu. Puis absolument. Au foot, c'est différent. Il y a vraiment une rivalité qui est plus sanguine. Au foot, on pardonne moins un peu, mettons. On pardonne moins, mais on s'aime pareil. Ouais. Est-ce que dans la famille, chez toi, il y a d'autres gens qui tripaient sur la F1? Est-ce que ton père, par exemple, ou ta mère étaient des fans finis? Parce qu'il y a déjà eu des Grands Prix en Argentine et ça fait longtemps. Puis je suis sûr que si on annonçait qu'un jour, il y a un retour de la Formule 1 en Argentine, ça serait la folie furieuse. Ouais, le Grand Prix de Buenos Aires, qui était une des dates, un peu comme Montréal, qui est une des dates chouchou du cirque de la F1. Une belle ville, évidemment. On y vit bien. Il y a beaucoup au niveau culturel aussi. Oui. Donc, c'était un arrêt très prisé par les gens de la F1. Malheureusement, ça fait plus d'une décennie qui n'est plus au calendrier. Est-ce que ça viendrait chercher quelque chose en toi, bien sûr, oui. Qu'il y aurait un retour? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent fort pour que ça revienne. Je sais que la situation en ce moment en Argentine est loin d'être évidente, mais ça serait bien. Ça serait bien d'avoir plus de Grands Prix en Amérique latine aussi. Ouais. Donc, mais pour répondre à ta question initiale, oui, mon père, mon grand-père aussi, des grands passionnés de course. Mon grand-père faisait de la course automobile en Argentine. Pour vrai? Était ami d'ailleurs avec des gens qui se sont rendus en F1 dans les années de Fangio et tout ça. Il a déjà rencontré Juan Manuel Fangio. Et mon père aussi, grand passionné de course automobile, de F1, énorme fan de Gilles Villeneuve à l'époque, en Argentine, on le rappelle. Donc, Gilles avait ça. Hein? Gilles Villeneuve avait des fans partout sur la planète. Est-ce que c'est parce que il était assis dans une belle voiture rouge? J'imagine que ça aide un peu puis ça favorise la passion, tu sais. Ça aide, mais Gilles, c'était la combinaison, je pense. Oui, Ferrari, l'effet Ferrari, évidemment,
en Argentine, grande collectivité d'origine italienne aussi. Donc, c'est sûr que ça jouait, mais Gilles, c'était surtout son caractère, sa manière de conduire, son style de pilotage spectaculaire, un peu dans le drift. Comme je te disais tout à l'heure, je te racontais que dans mon coin en Argentine, je viens des Sierras à Cordoba, puis à l'époque, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait une étape du championnat du monde de rallye, le WRC. Puis on y allait à chaque année voir les grands pilotes de rallye, tu sais, puis les grandes écuries aussi, Audi, dans le temps Lancia, dans les années 90, Ford, Skoda et tout ça. Puis Gilles, il y avait ce côté-là aussi, un peu pilote de rallye, pilote de un peu off-road. Un peu cowboy, les coups de large un peu quand il fallait faire sa place. Puis à une époque aussi où les F1 c'était vraiment le pilote avec une machine infernale, puis tu sais, il fallait que tu domptes un peu. Puis Gilles, c'était vraiment un cowboy, comme tu disais, sur un cheval, sur son Bronco, là. Donc, avec le cheval cabré, c'est une belle image. Mais ouais, donc, mon père est grand fan de Ferrari. Donc, c'est dans la famille, dans le clan depuis longtemps. Puis ce qui est le fun, c'est que moi, je suis retourné vivre en Argentine. Mon père est toujours resté là-bas. OK. Puis je suis retourné vivre avec lui à l'adolescence, entre 15 et 16 ans. Puis ça a donné que c'était dans les débuts de Jacques en F1. Et donc, il y avait cette dualité-là. Bon, on a vécu les débuts de Jacques Villeneuve en F1 avec mon père, évidemment, grand fan de Gilles. Moi qui habitais ici, qui viens à Montréal. Tout donc, il y avait vraiment une synchronicité, encore. Qui a fait un peu, qui a relancé cette grande passion pour moi, puis de vivre le championnat de Jacques aussi dans les années suivantes et tout ça. Ça a été marquant. Il y a beaucoup de gens qui sont embarqués dans cette grande passion-là à cause du père et du fils Villeneuve, évidemment, pour des raisons complètement différentes. C'est la culture. C'est comme ça qu'on bâtit une culture sportive. C'est avec des figures et aussi, c'est ça, ce sentiment d'appartenance qui est Tu disais il y a quelques instants que dans ce temps-là, les gars se battaient beaucoup avec leur voiture. C'était toujours au maximum et tout ça. On est dans une ère complètement différente. Nouvelle saison avec des moteurs où on a une portion thermique puis une portion électrique, où on apprend encore après 3 Grands Prix, parce que c'était le Japon en fin de semaine, à gérer tout ça. Et c'est le cas de le dire, la gestion n'est pas toujours facile et évidente. Je veux qu'on en parle parce que ça a marqué évidemment la course en fin de semaine. On a vu une autre victoire, une deuxième cette saison pour Kimi Antonelli, qui ne l'a pas volé. Un départ difficile, on l'a vu. Écoute, il part premier avec la pole parce qu'il a été très rapide pendant les qualifs. Je pense que c'est un des pires départs qu'on a vu depuis longtemps. Il se retrouve sixième? Et là, il voit les voitures passer à côté de lui, justement à cause peut-être d'une mauvaise gestion de cette nouvelle séquence de départ-là. Qui ont ça a tourné en arrière. T'en penses quoi de ce début de saison? On pourrait en parler pendant 2 heures parce que plusieurs sont pour, il y en a d'autres qui sont contre, il y a des pilotes qui détestent ça, des pilotes qui sont ajustés plus rapidement que d'autres. Perso, là, ton plaisir à regarder la F1, as-tu changé à cause de ça? Non, je te dirais pas qu'il a changé. Je prends quand même plaisir à regarder les courses. Évidemment, il y a beaucoup de dépassements. J'aime aussi comprendre l'impact des nouvelles réglementations, du nouveau cadre. C'est une adaptation, c'est une période de transition. Donc, il y a beaucoup d'éléments intéressants à regarder pour un fan de F1. D'avoir le ressenti des pilotes, tout ça, être capable de démêler un peu ce qui se passe après 3 courses, je pense qu'on a un portrait quand même assez clair. Oui, puis ça va, ils vont s'ajuster. On sait comment en F1, tout change vite aussi. Bien sûr. Puis je pense que c'était déjà prévu aussi qu'on y va, puis on teste, puis après, on s'ajuste. On n'a pas le choix. Dans un nouveau cadre réglementaire, il y a le bon qui est évidemment tous ces dépassements. Je pense qu'en Australie, à Melbourne, on a eu autour de 120 dépassements. Ouais, on en a parlé ici, puis on n'en revenait juste pas, justement. Parce que, rappelez-vous, il y a une couple d'années, on chialait parce qu'on disait, bon, la voiture de tête part, puis plus rien après, c'est un train qui prend 30 secondes sur la. Là, ça se dépasse pas à peu près. Sauf que certains pilotes disent que, mettons, Max Verstappen, il fait, j'ai de la puissance, je dépasse quelqu'un, puis tout de suite après, je me fais reprendre parce que ma batterie est morte, ça me gosse. Tu peux le comprendre. C'est le comment on dépasse, en fait. Puis Fernando Alonso l'a décrit parfaitement avant le départ du Grand Prix du Japon. Il a dit, c'est pas vraiment des dépassements, en fait. C'est qu'on se retrouve devant une voiture ou derrière une voiture, en fait, qui va autour de 90 km de moins que nous. Parce que lui est en mode économie d'énergie, puis toi, tu es en plein déploiement. On le vend en fin de semaine, puis ça a passé proche. C'est exactement ce qui est arrivé. Berman qui s'est planté en fin de semaine en arrivant tellement rapidement. Et ce qu'Alonso disait était un peu prémonitoire de ce qui est arrivé quelques minutes plus tard à Oli Berman. Donc, c'est un peu des dépassements qui sont artificiels, si on veut. C'est pas parce qu'il y a un pilote qui a décidé de retarder son freinage et tout ça. Donc, oui, ça ajoute au spectacle. Est-ce que ça ajoute à l'expérience du pilotage? Est-ce qu'à un moment donné,
on va pas se tanner aussi de toujours voir des dépassements. Mais on a eu peur, puis une situation comme en fin de semaine, là, c'est Colapinto, je pense qu'il roulait plus lentement. Exact. Berman qui arrive derrière à pleine vitesse, et quand il le voit, il se tasse un peu sur la gauche, puis là, il l'échappe. J'ai regardé un graphique, une reconstitution, en fait, il y avait 90 km de différence entre les deux. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est énorme. Berman a eu une très bonne réaction. Colapinto n'était pas fautif non plus. C'était vraiment deux réalités, deux pilotes qui se retrouvent vraiment sur la même ligne de course, mais dans deux réalités complètement différentes. Avec des puissances différentes à ce moment-là. Colapinto, donc, il l'a presque pas vu arriver parce que la vitesse que l'autre arrivait en arrière, c'est quelque chose. Exact. Et Berman qui frappe le mur, 50 km/h de force quand il frappe, quand l'impact est là, on l'a vu, qui boitait quand il est sorti de sa voiture. C'est rare qu'on voit des pilotes sortir de la voiture puis qui ont mal, qui boitent. C'est très rare. 50 G, là, ça pardonne pas. Ben non, c'est sûr. Surtout, Berman est un peu plus grand. Peut-être qu'il s'est cogné les genoux un peu dans les le cockpit. Les genoux frappent plus rapidement. Mais quand même, non, c'est ça. Il faut faire attention à ça. Même dans les départs aussi, quand on voit un Kimi Antonelli qui stalle, qui a les roues qui tournent un peu dans le beurre et qui a 6 voitures qui le dépassent comme ça peut être très dangereux. Donc, c'est des choses à voir pour la sécurité des pilotes, mais aussi pour le spectacle. Est-ce qu'on en parle de Kimi? Ben, il faut on n'a pas le choix d'en parler. Mon garçon. Victoire. Hein? Mon garçon. Comment ça? Ben, parce que je l'aime. Tu le vois comme ça? Je l'aime comme mon fils. Je pense que tu vas bien t'entendre avec mon fils tantôt, parce que Mathieu, c'est un gros fan de Kimi, puis il nous en a parlé la semaine passée, mais 2e victoire en 2 Grands Prix, 2 pole positions en 2 Grands Prix. Il est actuellement, attends un petit peu, je vais prendre dans mes notes, là, à 19 ans, 7 mois et 4 jours, le plus jeune meneur au classement du championnat des pilotes. L'autre avant ça, c'était à l'âge de 22 ans, et c'est un certain Lewis Hamilton. C'est pas plate, là. On le sait que le talent est là. Et de le voir aller, il y a quelque chose de trippant d'être à ce moment-ci de l'histoire de la F1, présent et pouvoir observer ce qui va se passer avec lui. Non, c'est magnifique. C'est un spécial. Tu sais, Kimi, on le savait, mais de voir que l'adaptation puis son intégration à la F1 va aussi bien, c'est fabuleux. Je pense que c'est bon pour le spectacle, ça aussi. C'est bon pour le storytelling de la F1 d'avoir un aussi jeune prétendant, parce que on peut le dire qu'aujourd'hui, jour pour jour, c'est un prétendant. Ben oui. Même le championnat, matin, si on regarde vite le classement, c'est lui qui est en haut. Là. C'est tôt en saison. Faut pas partir en peur, c'est ça. Il y a beaucoup d'éléments. Calme-toi, Ben. Calme-toi. Non, pas du tout. Non. Même moi, il faut que je me dise moi-même de me calmer, parce que j'ai envie aussi d'y croire. Mais je pense que, un peu comme Oscar Piastri l'avait fait l'année passée, il a commencé la saison sur les chapeaux de roue. Ouais. Après l'expérience, finit toujours par faire son bout de chemin. George a une très bonne voiture aussi. George Russell a une très bonne voiture dans les mains. Donc, la saison est longue. Il va avoir une crevaison, un mauvais service au puits à un moment donné ou quelque chose qui va faire en sorte. Mais en même temps, de voir, parce que on peut dire qu'il a été chanceux avec le safety car au bon moment. George, il venait d'arrêter au puits. Mais en même temps, il a dominé tout le week-end. Il a été devant George tout le week-end. Donc, je pense qu'au-delà des aléas de la course, il a mérité cette victoire-là. Deuxième de suite, c'est une première depuis 2020 aussi. Là, c'est quelque chose, là. Tu parles de... Et George, excuse-moi, mais George n'a pas encore remporté 2 courses de suite dans sa carrière. Donc, il n'y avait pas la même voiture, on va le dire, mais quand même, c'est sûr que ça met une pression sur lui aussi. Puis au niveau des dynamiques internes chez Mercedes, ça risque d'être super intéressant. Là. C'est exactement là où je m'en vais, parce que George Russell n'est pas le pilote le plus flamboyant du circuit. Il va chialer rapidement quand ça va pas son affaire. Ça, on l'a déjà entendu souvent. Il a été avec Lewis Hamilton pendant plusieurs années, donc évidemment que le spotlight était mis sur Lewis. Là, il y a un kid de 19 ans qui a commencé sa carrière en Formule 1, qui n'a même pas son permis de conduire pour conduire dans la rue, qui vient de le battre 2 fois de suite au sein de la même équipe, alors que j'imagine que Russell, de par son expérience et son standing, fait comme « Hey, ça devrait être moi le pilote numéro 1 de cette équipe-là. » C'est pas le cas, là. Puis quand tu regardes Toto Wolff, dans le traitement, c'est sûr que quand tu vas vers un kid de 19 ans, il y a le côté paternel qui embarque, mais j'ai l'impression, moi, que rapidement, il prend des flamèches, parce que c'est bien le fun, là. Il vient d'en coller 2 de suite. George Russell va se mettre à chialer éventuellement. Il sera pas content. Non, George, de par sa personnalité, absolument. Et George, on l'adore et on le déteste en même temps. Des fois, tu sais, moi, j'aime beaucoup sa personnalité. Je trouve que c'est un bon pilote, on peut pas lui enlever. Très bon pilote. Il est brillant. Oui, tout à fait. Et il reste jeune quand même. C'est ça qu'on oublie, c'est que ça reste un jeune vétéran, si on veut. Mais c'est sûr qu'il y a de la pression. Puis, tu sais, les coéquipiers, de la relation coéquipier de F1, c'est fraternel, mais en même temps, c'est ton pire ennemi aussi. C'est un sport d'équipe individuel. Mais c'est ton étalon de comparaison premier, c'est ton coéquipier, parce que il a le même équipement que toi, le même traitement à peu de choses près. Mais c'est certain que dans les débriefs, peut-être que George, avant, il couvait un peu Kimi, il lui donnait des conseils. Peut-être
qu'il il va arrêter. Je te confirme qu'il va arrêter. Il va changer sa Quand dynamique. il sort de sa voiture, là, George Russell, puis il regarde dans les estrades, puis t'as plein de monde avec des t-shirts de Kimi, puis des casquettes de Kimi, puis des banderoles. Go Kimi, puis t'en cherches de George. Il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est sûr. Il est pas fou. Là. Il sait que le momentum est sur le kid qui vient encore une fois d'en gagner une deuxième. Là. Oui, non. Puis, tu sais, je pense que George le sait qui est spécial. Tu sais, Kimi, tout le monde le voit. Ouais. Toto l'a pas vu par hasard. C'est pas, il est pas fou. Lui, il n'a pas gagné un concours, puis il a signé. On sait que Toto Wolff, c'est quelqu'un de très méthodique, là, très cartésien. Ouais. Puis, il a pensé à ses affaires pour remplacer Lewis Hamilton, ni plus ni moins. Ouais. C'est George qui le remplace à toute fin pratique, mais pour venir quand même prendre un siège. Et Lewis l'a dit l'autre jour dans l'entrevue quand il disait je suis content pour lui parce qu'à quelque part il a pris mon siège, tu comprends? Absolument. Puis il avait raison, c'était exactement ça qui était. Oui, tout à fait. Donc, George veut pas, c'était le pilote numéro 1 de Mercedes. T'as dit c'était. Ah, mais là, c'est plus ça. Là. Écoute, jusqu'à preuve du contraire, parce que est-ce que Toto Wolff va se retrouver avec le même genre de situation que Zach Brown s'est retrouvé l'an dernier ou dans les 2 dernières saisons? À avoir à faire un choix. Lando, oui, puis parce qu'à un moment donné, ça leur a nuit aussi à McLaren. Ils ont passé proche de passer à côté l'année passée. Alors qu'ils auraient pu peut-être favoriser Oscar à certains moments. Alors qu'il menait, ça a miné un peu le moral, peut-être le côté psychologique, parce qu'Oscar a connu un creux de vague après. Crédit à Lando aussi, qui a su profiter des occasions pour aller chercher ce titre-là, mais il a failli leur échapper. Ouais. Et Toto, je sais pas, Toto, c'est très différent de Zach Brown dans l'approche, dans la méthode. J'ai l'impression que s'il y a un choix à faire, il va le faire de manière très froide. Mais il y a tellement d'argent impliqué aussi. Ça, il ne faut jamais l'oublier parce que ces équipes-là roulent évidemment avec les commanditaires qui payent une fortune pour être associés à telle ou telle équipe. Tu veux gagner le championnat, évidemment, de ton pilote, mais tu veux gagner le championnat des constructeurs aussi parce que l'argent rentre l'année d'après. Il y a tout ça qui est. Ce qu'on oublie, c'est que le championnat des constructeurs, c'est ce qui rapporte l'argent aux écuries. Ouais. Le championnat des pilotes, c'est le plus prestigieux, c'est ce que tu veux gagner, c'est ce qui fait un peu la légende. Mais le championnat des constructeurs, c'est ça qui t'amène. La perfection, c'est de gagner les deux. On est d'accord avec ça. Mais le championnat des constructeurs, c'est payant, pas à peu près. Puis cette année, écoute, on pourrait avoir une lutte à 3, peut-être même 4, là, dépendamment des écuries. Déjà, on a vu McLaren, Ferrari et Mercedes, c'était un peu les deux écuries dans les 2 premiers Grands Prix. Et là, McLaren est rentré dans le mix, est rentré dans la conversation avec, Oscar, une belle course. Fait que c'est plate que là, malheureusement, on va avoir une grosse pause en raison des Grands Prix qui ont été annulés. Dans le grand portrait des choses, on comprend le pourquoi. Mais c'est triste, c'est épouvantable ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement. Ça amène à quelque part, je pense, une opportunité à la Formule 1 avec cette pause de 1 mois et 1 semaine parce que le prochain Grand Prix sera celui de Miami. Puis, après, Montréal, qui est ici cette année, vite, 21, 22, 23 mai, ça va arriver vite. Est-ce que le timing est juste excellent? On ne l'avait pas prévu au début de la saison, mais après ce qu'on connaît maintenant, les nouveaux moteurs 50-50, donc 50% thermique, 50% électrique, la nouvelle gestion, les critiques, Max Verstappen qui en a plein le dos, qui fait juste comme « Hey, moi, j'ai pas de fun, m'a sacré mon camp chez nous ». Est-ce que cette pause-là de 1 mois et 1 semaine, non prévue, arrive exactement à la bonne place? Je te dirais oui et non. Peut-être à la F1 pour apporter des changements d'ailleurs ou des correctifs ici et là. Je pense qu'il y avait des meetings déjà prévus pour le mois d'avril pour vraiment faire un petit peu un état des lieux après 3 courses, voir comment on en est et tout ça. Mais ça risque d'arriver vite parce que, il y a les enjeux de sécurité, comme on parlait. Il y a le côté aussi au niveau des qualifs. Le fait que ça dénature complètement. La qualification, c'est de la F1 pure. C'est de la compétition pure. Tu y vas à fond. C'est le tour le plus parfait possible. Tu cherches la perfection. Et là, tu peux pas parce que ta voiture ralentit pour aller chercher la batterie. En contexte quali, je trouve que ça fait pas de sens. Puis je pense que c'est un Charles consensus Leclerc le du dit en côté fin de des semaine, pilotes. il dit la qualification, c'est plate. Et Charles, l'homme qui sent bon. Oui, on l'a appris ici grâce à Vincent Dessureau l'autre jour. Oui, c'est une grosse info. Je manquerai pas de le renifler si jamais je le passe à côté là, dans le puits, tu n'auras pas le choix. Là. Oui, tout à fait. Mais Charles, qui est un gars de quali, qui excelle en qualification, un des meilleurs de la grille, il l'a mentionné. Puis lui, il est quand même content. Il s'adapte bien au nouveau cadre technique. Mais en quali, ça fait pas vraiment de sens. Ça dénature le truc. Et ça, je pense que c'est une des premières choses que la F1 devrait avoir. Dans les gens qui nous regardent actuellement et qui trippent Formule 1 avec nous autres, t'as les puristes. Puis je suis un peu de ceux-là aussi où je me dis, hey,
c'est le pilote et la voiture et le tour le plus rapide. Puis tu as les amateurs qui trippent, qui font comme, hey, le show est bon, par exemple. Quand je suis dans les estrades ou quand je regarde le Grand Prix à la télé, j'en ai pour mon argent, c'est spectaculaire. Ça sera pas évident de faire plaisir à tout le monde. Et on sait que la F1 veut aller dans un mouvement vert plus important, faire attention et tout ça. Donc, l'apport du moteur électrique est important. Le Grand Prix de Montréal, cette année, c'est à cause de ça. On voulait réduire les déplacements entre l'Europe et ici, puis revenir, puis repartir. Puis je la comprends, la conscience. Mais pour avoir un petit peu coursé dans ma vie dans des ligues très, très basses, là, tu veux avoir le meilleur tour possible, puis des voir ralentis comme ça, alors qu'il doit faire plus de la gestion que du pilotage. Je peux comprendre ces gars-là qui sont dans l'élite mondiale d'être un peu désenchantés par ce gros changement-là. Oui, je pense que c'est trop drastique, en fait. Il faudrait trouver un sweet spot, parce que c'est vrai que ça favorise le spectacle, c'est bien. Mais il ne faudrait pas que ça devienne du spectacle au détriment du sport et de l'essence de ce que c'est la course automobile et la Formule 1 qui est l'épreuve reine du sport automobile. 100%. Donc, et le côté sécuritaire aussi, avec ce qu'on avait avec Berman au Japon en fin de semaine. C'est les premières considérations qu'il faut avoir. Par contre, oui, c'est bien de trouver le côté qui est un petit peu plus de parité, qui est un peu plus de compétition. Ça, c'est parfait. Parce qu'on a eu des saisons aussi où, oui, c'était du pure racing, mais tu avais le premier qui partait, qui prenait 30 secondes après 15 tours, puis c'était plate. Tellement qu'on ne nous le montrait plus après, dans le Grand Prix. On savait qu'un tel était numéro 1 en avant, mais loin en avant de tout le monde. C'était devenu un enjeu pour les bons de la F1, que ce soit Ecclestone à cette époque-là ou Liberty Media aujourd'hui. Je pense que c'est important de favoriser le spectacle d'une certaine parité, mais pas au détriment de l'essence de la F1. Puis je pense que le cadre réglementaire en ce moment fait en sorte qu'on en perd beaucoup trop du côté justement puriste, comme tu dis, mais il faut trouver l'équilibre. Il y a un gars qui s'appelle Max Verstappen qui n'est pas du tout d'accord avec toi aujourd'hui. C'est un puriste, s'il en est un. Lui, c'est un puriste. Il y avait 2 semaines, il est allé s'amuser sur le Nürburgring, il est allé s'amuser, puis il a gagné, puis ils ont disqualifié la voiture pour toutes sortes de raisons après, mais chose certaine, il est allé prouver un point encore que c'est une brute, c'est une machine, il est rapide, puis il l'a prouvé. Là, on a la pause de 1 mois et 1 semaine. Il y a des rumeurs qui disent que dans son contrat, il y a une clause où il peut partir de chez Red Bull et pas avoir de pénalité. Il y en a plusieurs qui l'ont attendu en fin de semaine dire « Moi, je gagne beaucoup d'argent, c'est vrai, là, mais j'ai aucun fun. » Il ne s'amuse pas. Est-ce qu'on pourrait avoir une méga mauvaise surprise au retour de cette pause-là puis de faire comme Max Verstappen ne revient pas chez Red Bull? Ça se peut-tu? Personnellement, j'en doute, mais s'il y a un pilote qui pourrait le faire, c'est bien Max. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible. J'ai l'impression que Max va essayer quand même d'influer un peu d'utiliser son influence puis son statut. Pour des changements? Pour apporter, pour essayer d'équilibrer un peu les choses, comme on disait tout à l'heure, ce qui serait l'idéal. Puis je pense que la plupart des pilotes sont d'accord avec un peu cette approche-là. Mais en même temps, Max, on le sait, c'est un gars qui vit pour la course. Là. Live and breathe. Formula One ou course automobile. Quand tu dis lui ou elle, là, c'est un vrai, c'est une vraie. Lui, il ne fait pas les tapis rouges, il ne s'intéresse pas à la mode. Tu ne vas pas le voir dans les grands galas comme par exemple Louis, c'est tout ça qui est plus mondain. Lui, maintenant, en plus, il est rendu papa, il s'occupe de ses chats, puis sur son simulateur à la maison. Il fait des courses sur simulateur, il est là sur Twitch. Il est assis sur un siège de course 7 jours sur 7. Tout le temps, il vit pour ça. Puis il a envie de s'amuser. Il n'y a plus rien à prouver non plus à F1. Je pense que ça fait 4 ans qu'il domine, 4 championnats du monde. Il a failli revenir contre toute attente l'année passée. C'était fabuleux d'ailleurs, le spectacle qu'on a eu dans le build-up des derniers Grands Prix pour voir peut-être si Max allait être capable de rattraper Lando. Donc, je pense que Max a ce statut-là, un peu comme Senna avait eu à son époque pour se servir de son influence pour améliorer les conditions de sécurité des pilotes. C'est vrai. Je pense que Max pourrait le faire. C'est une autre époque. Je pense que avant, les gens qui étaient à la tête de la F1, des grands intérêts de la F1, si on peut dire, étaient plus proches de la piste. Aujourd'hui, c'est des boards. C'est gros maintenant, c'est commercial. On est rendu très dans le corpo. C'est des gens qui vont dire « Ah non, nous, on veut des dépassements, on veut que ça... » Et pourquoi tu penses? Parce que ces gens-là regardent leur compte de banque aussi, puis la F1, c'est payant en tabarouette. Oui, bien sûr, mais... Tu sais, des fois, l'opinion de certains pilotes, ils vont faire « Ouais, mais c'est pas grave, regarde, on est dans le vert. » Dans tous les sports, on est un peu dans la même approche. Dans le foot, on le vit aussi. Moi, je le vois dans toutes les industries, c'est comme ça. C'est la maximisation du profit, la croissance sans arrêt. Mais la F1, c'est un show qui donne du spectacle, veut pas, tout le temps. Après, tu peux améliorer certaines choses, tu peux apporter des correctifs. Mais il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or.
Puis quand tu es trop greedy, quand tu es assoiffé d'argent, là, quand tu es trop dans ouais. juste le profit ici et ça, au détriment d'un produit qui est déjà excellent en soi, qui est parmi les plus premium que tu peux avoir, ben oui. faut faire attention. Donc, je pense que Max pourrait essayer de lever la voix. Il pourrait pas avoir le même type d'influence que Senna a eu à son époque. Ouais. Mais tu sais, si Max, Lewis, parce que Lewis aussi, je sais que ça va bien, il se fait du fun. C'est un bon début de saison. Mieux que l'année passée. Bien sûr, mais en même temps, je sais qu'un gars comme Lewis, il y a des a priori aussi. Il roulait troisième en fin de Grand Prix, puis il s'est fait remonter, puis il a fini un petit peu plus loin en arrière, puis il a 3 positions sauf erreur là, avant la fin. Exact. Il voyait le podium, il disait hey, encore, est-ce que j'ai la bonne voiture pour y aller? Puis il a dit lui-même, il y avait plus d'énergie, il n'y avait plus de power dans sa batterie électrique. Et à ce moment-là, il a manqué une belle chance. Ben oui, parce qu'on veut le voir en avant. En tout cas, moi, je veux voir Lewis en avant, c'est sûr. Max Verstappen, si tu nous écoutes, reste, parce que le spectacle est meilleur quand tu es là. Ça serait le fun qu'il soit là encore jusqu'à la fin de la saison. Début terrible pour McLaren. Deux Grands Prix à oublier. Et Zach Brown est retourné à l'usine. Il a fait un gros meeting devant tout le monde. Puis il a dit là, je le prends personnellement, je m'excuse. On mérite mieux que ça. Ben, tu sais quoi, je pense que le message a passé parce qu'ils arrivent au Japon en fin de semaine. Piastri qui termine sur le podium. On est content pour lui parce que c'est un gars qu'on aime voir en avant. Mais de voir les deux voitures orange déjà sur la piste, faire un Grand Prix, il était temps que ça se place. Oui, tout à fait. Bon, Piastri, écoute, un freak accident, si on veut, au premier Grand Prix. Chez eux, en Australie. Il rentre dans le mur autour de chauffe. Oh mon Dieu. Il va s'en vouloir toute sa vie. Il va vivre avec ça toute sa vie. Parce que connaissant Oscar aussi, un perfectionniste, quelqu'un qui est très dur sur lui-même, je pense que c'est... Ouais, il n'est pas prêt de l'oublier, en tout cas, mais en tout cas, le Grand Prix de Suzuka va l'aider à passer par-dessus parce que oui, c'est son premier vrai Grand Prix, ses premiers vrais tours, parce qu'en Chine, il n'a même pas pris le départ. Donc, c'est le fun de voir, oui, les papayas dans le mix. Ben puis, j'aime beaucoup Zach Brown. Tu as parlé d'un peu ce qu'il a fait. Puis bon, et de prendre la responsabilité, il a pris le blanc. Mais il dit, hey, c'est beau, c'est un excellent leader. C'est moi le boss, là. C'est un excellent leader, Zach Brown. Puis ces gars-là sont une grande pression parce, comme on disait tout à l'heure, ils ont des boards au-dessus d'eux, ils sont cotés en bourse. Il y a plein de... C'est immense, la pression qui vient avec ça. Là, incroyable. Puis d'être capable de dealer avec ça comme il l'a fait, comme il l'a fait dans les dernières saisons aussi, en prenant un peu la chaleur par rapport à sa non-décision de choisir un pilote numéro 1, tout ça, il l'a quand même bien mené. Ça a failli lui coûter, mais ils ont quand même réussi. Il l'a pris sur son dos. C'est ma responsabilité, on s'en va vers cette direction-là. Puis j'aime aussi parce que c'est un... Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. C'est un passionné de F1. C'est un gars qui pourrait venir ici, là, puis pas être en mode expert, qui juste parler passion comme on fait toi puis moi. Puis, il connaît l'histoire de McLaren, il connaît, c'est un passionné de Senna, l'histoire. Puis, c'est vrai qu'il l'a dit à un moment donné, à cette époque-là, à l'époque Senna Prost et tout ça, il n'y avait pas de pilote numéro 1. C'était 2 excellents pilotes, peut-être les meilleurs du grid, puis on les laissait se battre. Des fois, bon, il y a eu quelques accrochages, il y a eu beaucoup de tension. tu mets énormément de pression sur ton équipe parce que là, tu as ton paddock qui est divisé en 2, puis les mécanos de l'un et de l'autre finissent par se détester. C'est correct, ça. Mais tu veux une rivalité, tu veux ça quand même. Tu veux un équilibre, tu veux pas que ça soit trop, mais en même temps, ça reste de la F1, puis c'est des compétiteurs comme tu peux pas en avoir. Le pilote de F1, on parle des personnalités et tout ça. Il y en a qui sont plus bubbly que d'autres, il y en a qui sont plus directs, un peu comme Max, plus secs. Mais à la fin de la journée, c'est des gars extrêmement compétitifs, un peu psycho sur les bords. Tu sais que Kimi Antonelli... Me, myself and I. Ben oui. Tu sais que Kimi Antonelli, c'est une bébête aussi. As-tu déjà vu les vidéos sur Instagram passer où il est dans la salle de réunion avec ses ingénieurs, puis il s'amuse à sortir ses chronos de qualification d'il y a 4-5 ans, et il sait exactement le chrono qu'il a fait dans tel tour à tel tour. C'est fou, là. Ben, Kimi, il y a beaucoup de pilotes, même Oscar, je pense que c'est des gars qui sont, s'ils sont pas être sur le spectre, au niveau de je pense, la focus, capacité. Je veux dire, je pense, pour la F1, c'est une grande qualité, là, on 100%, s'entend. Là. 100%. Puis Kimi, il y a ce profil-là, spécial, un peu comme Messi. Tu dis, OK, il sort d'où? C'est un peu un extraterrestre, mais c'est des gars qui ont une capacité mentale incroyable, cognitive, très, très spéciale. Puis, comme tu dis, une bébite qui, dans un paddock de F1, peut vraiment faire la différence à 19 ans déjà, leader du championnat du monde.
la saison est jeune, Ouais, on ouais. s'emporte pas, Non, mais on on a envie, tu sais. Mais on est de le passionné, puis voir, on en parle avec passion. Puis c'est vrai que la saison va être longue, pas à peu près. J'ai hâte de voir comment elle va se passer chez Ferrari. Tu le disais tantôt. Beau gros retour cette année pour Lewis Hamilton. Ça met un peu de pression sur Charles Leclerc, mais il aime ça. Au Grand Prix de Chine, il dit hey, c'était le fun, ma lutte avec Lewis. En fin de semaine, un moment donné dans la radio, puis je suis sûr que vous l'avez entendu, il y a Charles qui dit moi, je pense que là, on perd un petit peu de temps. Façon polie de dire qu'il était derrière Lewis puis qu'il sentait qu'il était plus rapide. Ils se sont dépassés. Ils étaient à ça un de l'autre encore une fois. Ouais. Ça marche jusqu'à temps qu'ils se touchent et qu'ils sortent les deux. J'espère que ça va pas arriver, mais à un moment donné, là, ça pourrait. On passe proche en Ça maudit, pourrait arriver. Là. Écoute, j'aime beaucoup voir les Ferrari se battre pour des positions à l'avant du peloton. J'aime voir deux pilotes d'une très grande classe comme Lewis et Charles avoir ce type de bataille en piste et que ça soit serré, chaud, mais très, très propre. Ah ouais. À la limite, là, puis la F1, c'est ça. La F1, c'est de repousser les limites au maximum puis de rester en piste. Tu sais. Exact. Donc, ils le font très bien. S'il y a deux gars qui peuvent le faire, c'est bien eux. Ouais. Puis, on sent un énorme respect entre les deux, tu sais, une appréciation. Est-ce que ça pourrait escalader Charles à un a moment toujours donné? été un fan de Lewis Hamilton. Il fait équipe avec maintenant. Les deux, c'est des gars très classe aussi, tu sais, au niveau dans la personnalité et tout ça. Donc, ça pourrait escalader à un moment donné. Oui, ça pourrait arriver. Écoute, moi, j'aimerais pas voir je veux pas que ça arrive. se sortir, mais si ça arrivait... Je suis un fan de Ferrari. J'aime Lewis depuis toujours. J'aime Charles Leclerc aussi, mais il faut pas que ça arrive. Ni pour Ferrari, ni pour les pilotes. Ça sera un accident de course, par exemple. Je pense pas que Lewis va comme faire exprès pour sortir Charles. Comme dirait Charles, un racing incident. Incident. Pour les gens qui l'ont jamais vu, trouvez-le. Vous allez le voir sur Instagram alors qu'il était très, très jeune avec son accent français. C'est du bonbon. En quelques secondes, parce que Mathieu, mon fils, s'en vient pour nous présenter ses drapeaux verts, jaunes et rouges dans quelques secondes. J'aime voir aussi des équipes qu'on voyait pas tant que ça en avant et rouler bien. Comme chez Haas, on est au championnat des constructeurs en avant des deux équipes Red Bull pour l'instant, après 3 Grands Prix. Juste ça. Cadillac qui roule, parmi plusieurs équipes, ils ont le plus de temps de piste que bien d'autres équipes aussi. Il y a quelque chose qui est le fun là-dedans. Ouais, Gasly qui a fait des points aux 3 Grands Prix, qui a fini 6e, 10e, 6e, 7e, quelque chose comme ça. Ça se passe bien, là. Qui va bien, qui semble aimer aussi le nouveau cadre. Mais c'est ce qu'on disait, pendant que j'ai invité Mathieu à venir nous rejoindre, c'est ce qu'on disait aussi qu'il y a maintenant des pilotes qui ont été capables de s'ajuster rapidement aussi à cette nouvelle technologie-là. Arcadio, mon fils Mathieu, il s'en vient nous présenter ses drapeaux verts, jaunes et rouges la semaine. Donc, ce qu'il a beaucoup aimé, moyennement aimé et surtout pas du tout aimé. Monsieur Gagnon, mes hommages? Ben, ça va bien, vous autres, ça fait longtemps. On est content. Il me semble que non, mais ça a été deux Grands Prix de suite, 2 semaines, 2 victoires de Kimi Antonelli. Tu sais que c'est un fan fini, là. La nouvelle génération des gars, des filles, là, dans mi-vingtaine qui trippent à cause de Drive to Survive, il fait partie de ça, pas à peu près. Qu'est-ce que tu retiens de ton Grand Prix en fin de semaine? Ben, ça va revenir avec ça, cette nouvelle passion-là, Drive to Survive, mais quand j'ai commencé, j'ai voulu revoir l'histoire un peu, tu sais, parce que je voyais tout le temps des posts passer Prost versus Senna, je savais pas c'était qui. Puis, je me suis renseigné. C'est bon, ça nous rajeunit en maudit, ça. Non, mais ça nous... J'avais juste pas le savoir. Puis, je me suis renseigné, incroyable, ça m'a fait devenir un fan de McLaren, pas mal d'automatiquement, fait que c'est avec ça que je vais commencer. Obligé. Puis à celui qui manque les 2 premières courses, première course de sa saison, sur le podium, c'est quelque chose, là. Le message est clair. Ah ouais. Moi, je le dis, il va être champion du monde un jour. Sans Peut-être doute. ça aurait été l'année passée, mais on rentrera pas dans les débats. T'as dit sans doute avec une petite retenue. Là. Lui, il est convaincu qu'il va être champion du monde un jour. En fait, après, ça dépend du contexte. L'écurie, si jamais le pilote ne fait pas foi de tout. Mais je suis certain que Oscar Piastri risque d'être champion du monde. On va voir des Piastri, des Antonelli se battre pour des championnats dans les prochaines années. Mais là, ce que ça prend pour devenir champion du monde. Il l'a prouvé l'année passée, je pense. Il a gagné. Première année en F3, il gagne la F3, il monte en F2. Première année en F2, il gagne la F2. Aussi. Puis le droit aller, il s'en va en F1, puis c'est lui. C'était proche l'année passée. Ben oui. Il venait le championnat, il a cru l'année passée. Oh, c'est-tu cette année pour Piastri? Puis là, il est arrivé ce qui est arrivé. Ça va s'en venir. OK. Mais j'aime ton choix. Un bon début de saison. Il n'a pas eu le même début de saison que tout le monde, mais un bon première course. Son début de saison à lui. C'est ça. Et de revenir après un début de saison de marde comme ça, là, je trouve ça hot. Parce qu'il aurait pu être frustré ou peu importe. Il a tellement bien piloté en fin de semaine. Il a pas volé sa 2e place. Il a bien travaillé. Fait que bravo. D'accord avec toi? J'aime ça. Vous en avez esquissé un mot, on va dire, mais pour mon drapeau jaune, un gars qu'on parle jamais et pourtant qui est incroyable, Gasly. J'aime Pierre Gasly. Moi, j'adore.
Pierre, t'es invité quand tu veux. Pierre Gasly, quand t'es à Montréal, tu viens nous voir. On te fait une place ici sur le plateau de Paddock et Champagne, mais c'est vrai que c'est le fun de le voir rouler en avant. Je sens qu'il le mérite. Mais Oui, ça, tout à fait. ça fait des années qu'il est bon. Moi, je pense juste que quand il est arrivé chez Red Bull, tu sais, c'était la malédiction du deuxième siège. Les pilotes arrivaient, on les comparait à Max, puis au bout d'un moment, c'est « Ah, t'es pas assez bon, on t'enlève. » Ils sont nombreux dans cet autobus-là. Là. Ah, c'est l'enfer. Mais ouais, il a commencé direct chez Red Bull, ça s'est pas bien passé, il a été droppé. Là, dans une Alpine, c'est le seul, si on enlève évidemment Mercedes puis Ferrari qui domine tout, c'est le seul qui fait des points. Il y a 2 ans aussi, il y a eu je sais pas, je pense que c'est la première fois de l'histoire, aucun dégât à l'auto en 1 an. Ouais. Puis on s'entend qu'un dégât, ça coûte 200 000. Là, Ah non, je ça veux coûte dire. cher. C'est vrai, mais Ben oui. c'est un très bon pilote. Puis C'est parce qu'il est bon, parce qu'il a peur de Flavio Briatore. c'est ça, Ça peut être un mix des deux. Moi, écoute, j'aurais peur. le parrain, là, fais attention. Là. Avec ses lunettes colorées, tu regardes, puis tu sais jamais s'il va être content. Mais c'est un bon point. Puis c'est vrai que Gasly est régulier. Il fait pas beaucoup de gaffes et souvent loin des accidents et des trucs comme ça. Puis il a un bon Non, il est rapide. saison, C'est un pilote rapide, Gasly. Je l'ai toujours beaucoup apprécié. J'aime beaucoup sa personnalité aussi. Ouais. C'est un bon pilote. Je trouve que c'est un bon... Moi, j'aime beaucoup Franco Colapinto. Évidemment, bon, je suis biaisé parce que je suis argentin. C'est pour ça. Mais j'aime beaucoup, disons, cette équipe-là, tu sais, Gasly, Colapinto. Je trouve que c'est un bon mix de pilotes. Franco, je pense que c'est un pilote très talentueux qui a encore des choses à apprendre, mais qui va savoir tirer le meilleur d'une Alpine qui est largement supérieure à ce qu'on a pu voir l'année passée. C'était difficile de faire pire que l'an Alors dernier. que là, ça va bien. Là. Ça va bien. Ils ont tout misé. En fait, l'an dernier, la saison, je pense qu'elle était perdue d'avance pour eux, puis ils le savaient. Ils ont tout misé sur le développement de la nouvelle voiture dans le nouveau cadre réglementaire. Puis ça paraît parce qu'ils étaient prêts, là. Contrairement à d'autres écuries supérieures en termes de budget et même d'historique. Alpine a show up. Là. Et Colapinto, ben, je pense qu'il devrait pouvoir rattraper. Au dernier Grand Prix, il n'a pas été chanceux en termes de safety car un petit peu avec tout ce qui s'est passé. Il y a de l'apprentissage à avoir encore. Tout à fait. Mais je pense qu'il peut talonner Gasly dans les prochains Grands Prix. Bon choix, Mathieu. C'est vrai que Pierre Gasly a un bon début de saison, puis c'était important de le noter. Oui. Bon, là, j'ai hâte de voir. Là. Drapeau rouge. C'était la parfaite transition. On va parler d'une équipe, justement, qui a misé. Il disait pendant... Moi, c'est venu me chercher. Hein? C'est quelqu'un que j'attendais beaucoup de... Puis, ben, on s'entend, c'est juste 3 Grands Prix dans l'année, mais je suis quand même un peu déçu en ce moment. Je suis Williams. L'écurie Williams. Là, absolument. C'est sûr. C'est l'enfer. Mais Williams, on dirait que ça fait 20 ans que ça va mal. Tu sais, il y a des moments, ça repart, ils reviennent, ils repartent. T'sais, on a eu Jacques, évidemment, les grandes années avec Jacques, là, mais... Non, mais Jacques, ça a été dans les dernières. Parce qu'après, ça a été là-bas. C'est pénible. Mais c'est ça aussi, ils ont une historique incroyable. Pendant un bout, ils étaient même meilleurs que Ferrari, il faut se le dire. Puis t'as un gars comme Carlos qui est comme pas mauvais, là. Ben non. C'est un excellent pilote. Il nous l'a prouvé. Albon aussi. C'est dommage. Non, je suis d'accord. Mais il y a une frustration, là. As-tu entendu les communications en fin de semaine d'Albon qui commence à dire... Il a demandé, c'est quoi la différence entre Carlos et moi? Bon, il a répondu, t'es peut-être mieux de pas le savoir. Il fait, c'est ça, c'est encore moi. C'est encore de ma faute. Tu comprends? Il commence à avoir ça, là. Si les gars sont amers après 3 courses, la saison va être longue. Oui, et puis Albon, je pense qu'il traîne une petite frustration depuis quelques années parce que Carlos, c'est relativement nouveau chez chez Williams, pardon. Mais Albon, il est là depuis plusieurs saisons et puis il se bat, il traverse un peu les épreuves avec eux. Et là, Carlos débarque, on lui déroule le tapis rouge, on sort le gros budget, on dit « Hey, toi, t'es notre pilote d'avenir » et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est venu là un peu, mais je suis déçu parce que je crois beaucoup en James Valls, qui est le principal de l'écurie. C'est un peu un érudit, un étudiant de Toto Wolff. Il a travaillé avec Toto au début de sa carrière, puis il essaie de répliquer un peu la même chose. Puis il avait fait beaucoup de progrès l'an dernier. Il y avait une très belle fin de saison, puis je m'attendais à voir Williams beaucoup plus performant cette année. Puis je comprends ta frustration. Mais c'est ça. On a une histoire. On s'entend, il y a eu quelques années, justement, c'était horrible, 0 point par année. C'est là que Russell a commencé. Je me rappelle voir les images de lui qui pleure parce qu'il a marqué un point. Puis t'avais Max dans le dos qui riait un peu. Là. Mais Max, c'est pas son genre de rire de ça. Non, c'est pas son genre. Mais on est passé justement comme l'année passée où est-ce qu'il disait c'est une année qu'on jette, on se prépare pour 2026. L'année passée, ils font des affaires qu'on s'y attend pas. Puis là, 2026 commence, puis ils sont pas au rendez-vous. Fait que j'attends que leur saison commence. Et puis Astrid a commencé Grand Prix numéro 3. Williams, j'espère 4, ça commence. Se placer un peu,
Puis c'est ça. Là, On le disait les attend. tantôt, la pause d'un mois et une semaine là, Ça va être avant le bénéfique pour prochain certains. Grand Prix qui est à Miami. C'est sûr. En raison évidemment des deux Grands Prix qui ont été annulés complètement en raison de ce qui se passe au Moyen-Orient qui est épouvantable. Mais là, il y a une pause d'un mois et une semaine avant Miami. Puis je vous rappelle, j'aime ça le faire. Après ça, c'est Montréal, 21, 22 et 23 mai prochain. Ça vient C'était vite. des bons points, Matt. Puis je suis d'accord avec toi. Puis je suis content du petit coup de chapeau. Coucou à Pierre Gasly qui le mérite Absolument. amplement. Très mérité. Complètement. On va rentrer dans la section champagne du balado parce qu'on aime le différencier un peu qu'avec la course au début et tout ce qui s'est passé en fin de semaine pendant le Grand Prix du Japon. Juste vous rappeler, vous savez comment la F1, c'est tout le temps réglé au quart de tour, à la seconde près. On prend le départ vraiment à l'heure juste et tout ça. Pour une rare fois, en fin de semaine, le Grand Prix a commencé avec 10 minutes de retard. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais durant la journée d'un Grand Prix, il y a des courses de soutien aussi, d'autres épreuves qui sont présentées, entre autres la F1 Academy avec les filles qui sont là, qui sont excellentes. Le spectacle est vraiment très, très enlevant. Mais dans une autre sous-course, il y a eu un accident pour le moins spectaculaire alors que 2 voitures se sont touchées. Et une de ces voitures-là est allée vers le côté de la piste, a fait des tonneaux et est passée par-dessus le grillage de protection pour protéger les spectateurs. Vous l'avez vu, les gars? Ouais, C'était quelque chose, là. Incroyable. C'est rare qu'on voit des accidents aussi spectaculaires que celui-là, alors qu'on réussit à passer par-dessus les écrans de protection, là. Il n'y a pas eu de Non, plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal parce que c'était vraiment spectaculaire. On a pris notre temps, évidemment, pour ramasser tout ça, mais surtout réparer les clôtures qui ont été arrachées. Les images donnent froid dans le dos, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucun des 2 pilotes impliqués n'ont été blessés gravement. Parfait. Heureusement, c'est resté comme ça. Il faut parler d'un de tes commentaires parce que quand on était en train de faire le balado la dernière fois, celui après la Chine, on s'est amusé avec Vincent Dessureau à dire « Hey, selon toi, le GOAT, c'est qui? » Entre Lewis Hamilton et Michael Schumacher. On y allait pour les championnats du monde. Tu m'as écrit en privé, fait comme je m'excuse, mais c'est Senna, le GOAT. C'est ton GOAT à toi. C'est le GOAT d'une grande génération et de plein d'amateurs de course aussi. Qu'est-ce qui représente pour toi, Ayrton Senna? Ben, Senna, pour moi, c'est la F1 à l'état pur. À une époque où, justement, oui, on commençait à avoir des avancées technologiques, on commençait à rentrer les éléments électroniques dans les voitures et tout ça, mais ça restait des voitures où le pilote faisait vraiment la différence. Senna, c'était un pilote incroyable, mais qui amenait aussi le côté un peu mystique à la F1. T'sais, Senna qui faisait des fois des tours. Il y a cette vidéo un de ses tours à Monaco, je pense, où il disait qu'il était un peu comme en transe. Il se situait un peu il était dans in the zone. On peut appeler dans la zone, au niveau des sportifs, il rentre beaucoup là-dedans. Et s'il y a une piste où tu ne veux pas te tromper parce qu'il y a ça de large entre toi et le mur sur le côté, c'est là. Exact. Donc, moi, Senna, sur plusieurs tours, puis lui, il parlait, il était très religieux, très croyant, puis il disait, c'est comme si j'étais vraiment en contact avec Dieu, je me sentais porté, protégé, transporté par Dieu. Exactement, c'est Dieu qui pilotait, là. Et moi, je suis pas nécessairement croyant et tout ça, mais je suis spirituel. Puis pour moi, je crois vraiment à cette connexion-là, avec une force, une énergie supérieure. Puis tu peux rentrer dans une zone, je côtoie, j'ai la chance de côtoyer des athlètes professionnels depuis une quinzaine d'années. Donc, j'apprécie beaucoup ce côté mystique du sport un peu. Puis Senna, c'était ça. Évidemment, le fait, sa mort tragique alors qu'il était à son pic et tout ça, fait en sorte que ça ajoute à la légende le côté aussi, comme on parlait tout à l'heure, que c'était un peu un pilote militant pour la sécurité des autres pilotes. Il y avait une solidarité qui s'était bâtie autour de lui. Les pilotes le respectaient énormément. Tu savais qu'en plus, il n'allait pas te donner 2 cm. Tu le savais. Non, tu savais qu'il était conscient aussi de la responsabilité qu'il avait. Tout à fait. Comme leader, comme meneur, comme capitaine un peu des autres pilotes à ce moment-là. Puis les gars le respectaient pour ça aussi. Exactement. Donc, tout ça, pour moi, fait en sorte que le personnage, au-delà des stats, évidemment, du nombre de championnats, et ainsi de suite, fait en sorte que Senna, pour moi, c'est le plus grand de tous les temps parce qu'il y a aussi le côté inachevé. Je pense on pourrait croire qu'il pourrait avoir plus de championnats du monde qu'il en a s'il avait pu continuer. J'en suis convaincu. Ouais. Je pense que c'est difficile de prétendre le contraire, mais ouais, pour tout ce qu'il a amené au sport, pour tout ce qu'il représente, je pense que c'est pas le pilote aussi favori, l'idole de Lewis Hamilton. Pour rien, Senna... C'est pas ici à Montréal qu'on avait remis à Lewis dans les Senna un casque, une réplique, ou un vrai casque qui a appartenu. C'est la Viviane Senna, la sœur de Ayrton. Et le moment d'émotion, ça s'invente pas. Non. Ça, c'est ça. C'est ça la mystique, Senna, je pense. Puis il a beaucoup inspiré Lewis à être le pilote qu'il est, mais aussi à être
la figure qu'il est hors piste. C'est vrai. D'être un gars qui se bat pour avoir plus de représentation, un gars qui n'hésite pas à prendre des causes sociales, prendre la parole pour des causes sociales. Et je pense que dans le monde du sport en général aujourd'hui, qui est assez aseptisé, la F1 peut-être un petit peu plus, très corpo, ce qui est normal, mais Pas en tant même temps... que ça, arrête, c'est pas si corpo. D'avoir... Légèrement. Légèrement. Mais c'est normal après, tu sais, ça oui. reste de la F1, mais d'avoir des figures comme ça qui transcendent le sport, pour moi, c'est hyper important. Ouais. Puis Senna, je pense qu'il n'y en aura pas deux comme lui, et ça, c'est certain. Qu'est-ce que tu aimes le plus du Grand Prix du Canada? Parce qu'à Montréal, on a la chance d'avoir un circuit qui est quasiment en ville, un circuit que les pilotes adorent. Les équipes adorent revenir à Montréal. On est fous, on est dans les estrades, on est fans, on aime ça beaucoup, mais pourquoi tu penses que Montréal est si aimé, le Grand Prix du Canada, par le cirque de la Formule 1 quand il débarque chez nous? Parce qu'on montre notre plus beau jour, je pense. Puis Montréal, c'est très chauvin de dire ça, mais j'ai eu la chance de voyager. Je viens d'ailleurs aussi. Je viens d'Argentine, où on a une ville incroyable comme Buenos Aires, que tu connais très bien, qui est fabuleuse. Mais Montréal, c'est ma ville préférée au monde. Parce qu'elle est magnifique, tu sais, puis on est très chanceux. Des fois, on critique, puis tu sais, on se plaint à raison, tu sais, le trafic, si ça. Ben moi, cette semaine, je roulais au centre-ville, puis il y a des nouveaux chantiers qui sont sortis à quoi, un mois du Grand Prix. Ça me gosse un peu. C'est sûr, c'est certain. Non, mais tu sais, Mais c'est vrai qu'on est gâtés. On fait bien, mais on a une qualité de vie incroyable, on a une culture incroyable, on a des événements, ça pourrait être mieux. On aimerait avoir plus de sport, on aimerait avoir des meilleures infrastructures. On devrait en avoir d'ailleurs. Ouais. Mais ça reste qu'on est une des plus belles villes au monde. Puis quand la F1 vient, mais on se met dans nos plus beaux atours. Puis on montre au monde ce que c'est Montréal. Puis les pilotes adorent tout le cirque de la F1, trip sur Montréal. Puis moi, en tant que fier Montréalais, en tant que passionné de F1, mais c'est sûr que c'est un week-end que j'affectionne particulièrement. As-tu un souvenir particulier avec le Grand Prix du Canada? As-tu un moment ou une année ou, je sais pas, une rencontre ou... je sais pas, je te lance sur quelque chose. Là. Pas vraiment de rencontres et tout. C'est sûr que dans mes années où j'étais DJ, d'ailleurs, on a collaboré quelques fois dans les belles années du Radio Lounge et tout ça. T'étais un de nos DJ préférés. Il y avait beaucoup de monde près de toi quand tu mixais, je m'en rappelle très bien. Mais dans ces années-là, évidemment, en tant que DJ, dans le monde du divertissement, c'est sûr que le Grand Prix, c'était spécial. Des belles rencontres au Time Supper Club et tout ça. C'était des belles années de Montréal aussi. Donc, beaucoup de beaux souvenirs à ce niveau-là. Mais moi, c'est vraiment d'y aller, de pouvoir le vivre, sentir la frénésie, être en tribune. L'année passée, j'ai eu la chance d'être justement dans les S de Senna. Donc, c'est magnifique parce que là, tu les vois arriver. Tu vois toutes les phases, en fait, du pilotage. Le départ est spectaculaire. Là, parce que tu le sais, on entend les moteurs monter en révolution. Là, tu entends la foule devant les puits qui s'activent parce que les rouges viennent de tomber. Puis là, tout le monde dans le Senna est comme, ils s'en viennent. Quand ils arrivent, tout le monde. On était là l'année passée pour la course, nous aussi, juste à l'entrée du... Mais est-ce que cette année, ça va changer quelque chose avec justement les nouvelles réglementations, la lumière bleue, les 5 secondes de monter, la hype qui monte? Peut-être que ça va changer. Ça va changer. Oui, ça pourrait, écoute, mais aussi le côté, justement, c'est un des virages où justement, si tu ralentis ton freinage, c'est là que tu peux faire la différence. Et bon, dans le nouveau cadre, c'est un peu moins ça qu'on voit. Là. C'est plus la batterie qui fait pas le tout. Donc, c'est là où je pense que le côté humain est amoindri. Et on parle des 22 maintenant meilleurs pilotes au monde. Faut pas leur enlever ce qui fait justement leur grandeur. Je comprends très bien. Donc, c'est là où je pense qu'il faudrait trouver le sweet spot, notamment pour des virages comme celui-là qui font toute la grandeur de la F1. On était là ensemble l'année passée. Nous, qu'est-ce qui est arrivé juste en face de nous autres? C'est là que les deux McLaren se sont frappés. Ah oui. Puis l'auto a pogné en feu après, c'était l'enfer. Écoute, c'est quoi les chances que directement devant nous, Lando Norris, sa voiture arrête en plein devant nous? Là. Devant. Il était à 60 pieds de nous autres. Il y a un petit peu de feu en arrière qui sort du moteur. Il sort tout doucement, frustré évidemment parce que c'était en fin de course. Il savait qu'il y avait... Écoute, ils se sont serrés un peu trop près du mur, puis tu sais ce qui est arrivé, là, mais on était juste là l'année passée, le monde hurlait. C'est ça aussi Montréal. On l'a applaudi quand il est sorti de sa voiture, puis les gens l'ont encouragé quand même. Non, on a une belle foi. On a une belle... Le côté humain est le fun. Tu sais, le côté, justement, ce qui fait de nous un peu... que nous sommes, les Québécois, dans le contexte nord-américain aussi. Puis les gens qui viennent d'Europe, qui viennent d'un peu partout, l'apprécient ça parce que, tu sais, l'Amérique du Nord, on a plein de belles qualités, mais tu sais, le côté... multiculturel fait en sorte aussi beaucoup qu'on a une belle énergie qui arrive de partout sur la planète. Très accueillant, très, tu sais, bon vivant aussi. Donc, je pense que ça nous distingue, en tout cas. Merci de partager ta passion avec nous autres. Justement, de te laisser partir, on a vu Kimi gagner 2 Grands Prix de suite. La saison est jeune. Tu vas me dire, Ben, demande-moi pas cette maudite question-là, mais Ben va te demander cette maudite question-là. Qui tu penses a la meilleure chance, en date d'aujourd'hui, de finir comme champion du monde en Formule 1
pour la saison dans laquelle on est là. Je vais te répondre avec la tête plutôt qu'avec le cœur. Okay. Si je te répondais avec le cœur, je te dirais Kimi, Ouais. parce que c'est ce que j'aurais envie de voir. Ouais. Mais l'expérience, si je te réponds de manière vraiment rationnelle, je te dirais George, parce que bon, aujourd'hui, jour pour jour, Mercedes est au-dessus de tout le monde. Ça peut changer. McLaren ont montré des belles choses, Ferrari aussi, ça peut changer, mais jour pour jour, Mercedes est clairement au-dessus. Et George, il a l'expérience, je pense. Ça va finir par jouer à quelques moments clés de la saison. Et je pense que c'est ce qui... Si Mercedes continue à être dominant et leurs deux pilotes vont se battre pour le championnat, c'est ce qui pourrait faire la différence en faveur de George. Parce que la domination est là, est évidente. Pour le moment, 100%, clairement. on les voit. Clairement. Oui, et puis ça fait longtemps aussi que Mercedes travaille pour retrouver ce qu'eux croient qui lui revient. C'est vrai. Le plein droit. Toto, on va voir d'autres sourires de côté de Toto Wolff sur le la fin de la saison. Non. Moi, j'ai hâte de voir en tout cas l'aileron Macarena enfin dans une situation de course chez Ferrari. Je me souhaite que ça soit à Montréal dans une couple de semaines. Ça pourrait être le fun. Arcadio Marcaudy, merci 1 million de fois. Tu as bien fait de lever la main et de vouloir venir partager avec nous ta passion. C'était le fun de l'avoir aujourd'hui. Ben oui, 100%. C'était vraiment génial. Et bonne Coupe du Monde. C'est une année de Coupe du Monde de foot. Tu es un fan fini. Tu vas peut-être même couvrir, voir des matchs ou peu importe. Je te le souhaite. Beaucoup de projets pour la Coupe. On va te suivre sur tes réseaux sociaux pour avoir tous les détails. Et parlant de réseaux sociaux, on vous invite à venir nous suivre sur Paddock et Champagne. Est-ce qu'on peut leur montrer? On va leur montrer ici. On a ce magnifique cadre autographié de Charles Leclerc à offrir. On ne sait pas encore de quelle façon on fera le tirage, mais pour tous ceux et celles qui vont nous suivre sur Instagram, vous aurez les détails. Vous aurez peut-être une chance de plus que les autres pour pouvoir le gagner. Je vous rappelle que le 14 avril, on a une belle journée avec toute l'équipe de Chaos Sport, alors qu'il y aura enregistrement entre la poire et le fromage. Ça va se passer évidemment au Casino de Montréal. Vous pouvez vous inscrire pour avoir votre place et venir avec nous. Il faut être abonné sur Chaos Sport pour voir tous les détails, mais il y a aussi la fiche d'inscription qui est là. Et nous, on va poursuivre tout ça là, dans quelques instants avec le Petit Stop. Pour les abonnés de Chaos Sport, vous pourrez voir les questions auxquelles Arcadio devra répondre. On n'a rien préparé de facile pour lui, je pense. Hein? Non, ça va être challenger. La suite sur Chaos Sport à vous. Merci beaucoup. Bonne suite. Bon mois. Sans Grand Prix, mais on sera avec vous et on va vous parler quand même au cours des prochaines semaines. On a des choses qu'on vous prépare et je vous rappelle aussi qu'on aura un voyage à gagner au cours des prochaines semaines pour aller voir quelque part dans le monde un Grand Prix de F1 avec père et fils gagnants. Ça va être pas mal cool. Arcadio, merci encore, mon gars. Merci de l'invitation. Le fun. Merci.